Après l'excellent UFC 311 qui, avant l'annulation de Saroukian, s'annonçait comme la carte de l'année, on passe du coq à l'âne avec un UFC 312 très décevant pour un pay-per-view. Honnêtement, la carte est tellement faible que je me suis demandé si c'était pas la pire de cette décennie, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Afin d'en avoir le cœur net, je suis remonté à janvier 2020 Ça va, et j'ai regardé toutes les cartes numérotées depuis pour voir si j'arrivais à trouver pire que l'UFC 312. Je précise, j'ai pris en compte uniquement la carte principale à chaque fois pour simplifier la chose. Ça représente donc 66 pay-per-view sur 5 ans, et pour éviter que la vidéo dure 10 heures, je vais évidemment pas analyser les 66 main cards, je vais plutôt me concentrer sur les 5 pires que j'ai pu trouver parmi ces 66. Commençons donc à la 5ème position avec la moins pire des 5 cartes, et étonnamment c'est la première carte de la liste, l'UFC 246. Alors oui, je sais, c'était le retour de Conor face à Cerrone. Pour autant, je trouve que c'est pas du tout suffisant pour en faire une bonne carte. Déjà, qui dit Conor Cerrone dit pas de combat pour le titre. Et ça, croyez-moi, sur les 5 dernières années, c'est extrêmement rare, c'est même arrivé que 2 fois. Et je précise, je compte le BMF, même si c'est un peu moins valorisant, comme un titre. Au-delà de ça, et c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans cette liste, il n'y a que 6 combattants rankés sur les 10 de la main card. Et enfin, pour ne rien arranger, il n'y avait que 2 combats vraiment sympas sur la carte, McGregor contre Donald Cerrone et Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira. Passons maintenant à la 4ème place avec l'UFC 93. Décidément, l'Australie est coutumière des cartes de merde. Je profite d'ailleurs de cette carte pour faire une précision. Pour toutes les cartes de la vidéo, je vais parler des cartes sur le papier et pas de ce qui s'est passé en réalité dans la carte. Vous l'aurez compris, l'UFC 312 n'a pas encore eu lieu et même si elle est décevante sur le papier, on pourrait comme souvent être surpris, j'en reparle à la fin de la vidéo. Repartons donc sur l'UFC 293 et très clairement, avant le combat, même si on a eu droit à un upset exceptionnel, le main event était plus qu'anecdotique. Je pense pas me tromper en disant que facile 95% des observateurs du sport voyaient ce combat comme une défense facile pour Adesanya et surtout un combat d'activité avant d'affronter du Plessis. En plus de ça, là c'est un combattant sur 2 de la carte principale qui est pas ranké. Ce qui relève un peu le niveau, c'est qu'il y avait quand même quelques combats fun, le co-main event chez les poids lourds notamment, et la présence de Manel Cap qui souvent donne de beaux combats. À la 3ème place maintenant des pires cartes de la décennie, l'UFC 258. Là, contrairement à la carte précédente, le main event est clairement l'attraction principale de la carte. Un combat de haut niveau entre 2 partenaires d'entraînement avec en prime un Kamaru Usman dans son prime. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là. 4 combattants sur 10 par ranké, 2 top 5 uniquement le main event et en réalité un seul combat vraiment intéressant, encore une fois le main event. Pour les 2 cartes qui restent, les 2 pires donc, je vous préviens, on passe vraiment à un niveau au-dessus. Honnêtement, la seule explication rationnelle que je vois à ces 2 cartes, c'est que quand ils les ont construites, Dana White et les matchmakers étaient en vacances et c'est le stagiaire qui les a faites et j'espère qu'il a été viré après. Allez, pour rester sérieux, on passe donc à la 4ème et avant-dernière pire carte, l'UFC 289. Bon, honnêtement, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ? Je pense que 80% des gens qui regarderont cette vidéo n'ont pas la moindre idée de qui est Irene Aldana et elle est peut-être plus connue pour la coupure qu'elle s'est fait dans un de ses derniers combats que pour son combat pour le titre. Comme l'UFC 293, un combattant sur 2 est pas ranké et on a globalement droit qu'à des combats pas dingues. Bon, Dana White est quand même pas un monstre, au milieu de tous ces ténèbres, on a quand même droit à un peu de lumière avec le combat Oliveira-Dariush. Ce combat est clairement la seule chose qui empêche l'UFC 289 d'être de loin la pire carte de la décennie et peut-être une des pires de l'histoire de l'UFC. Je sais que j'ai dit que je parlais que des cartes sur le papier, mais là je vais me permettre de déborder un peu pour mon chouchou Oliveira. Quelle performance il a livré, le tout en étant underdog, faut mettre du respect sur son nom. Bref, une carte qui sent les égouts et qui sans ce combat aurait sûrement vendu moins de 100 000 pay-per-view. Là, normalement, vous vous demandez comment est-ce que l'UFC a réussi à faire pire que ça. Eh ben, croyez-moi, ils y sont arrivés. Je pense que certains d'entre vous l'ont deviné, je parle bien sûr d'un des plus gros fiascos des dernières années à l'UFC, la carte dont le main event aurait pu être organisé dans un EHPAD. Les genres de connards comme toi, la police les fout en l'air. Je parle bien sûr de l'UFC 279. Déjà, ça fait partie des 2 seuls événements en 5 ans où il n'y a pas de combat pour le titre. Pour ne rien arranger, contrairement à l'UFC 246 où Conor Cerrone est quand même un minimum intéressant, là on se retrouve avec un main event avec 2 combattants hors top 10 et surtout 2 vieux pères en la personne de Nate Diaz et Ferguson qui étaient clairement tous les 2 en fin de carrière. Je sais, le main event de base aurait dû être Khamzat contre Nate Diaz, mais très honnêtement je suis content que ça n'ait pas eu lieu parce que ça aurait été une véritable boucherie pour Nate Diaz. Et le reste de la carte n'arrange pas vraiment les choses. On avait certes la présence de Khamzat qui était déjà une superstar à l'époque puisqu'il sortait de son combat génial face à Gilbert Burns, mais bon, l'affrontement avec Kevin Holland, je pense que personne n'était vraiment hypé. Au global, aucun combat intéressant donc, malgré que seulement 3 des 10 combattants de la main card soient pas classés, le mieux parmi les 5 cartes qu'on vient de voir.
Maintenant qu'on a vu ces 5 cartes, analysons celle de l'UFC 312 pour voir si on peut vraiment la considérer comme la pire de la décennie. Déjà, on peut pas dire que le main event soit le combat le plus intéressant de l'année. C'est le rematch d'un combat qui était pas dingue à la base, et le fait que Strickland ait son title shot après sa performance soporifique face à Paulo Costa quand on voit le reste de la division, c'est pas dingue. Franchement, je crois même que je suis plus hypé pour le co-main event, qui est un des combats féminins les plus intrigants aujourd'hui à l'UFC, mais bon, ça reste un combat féminin, donc quand même moins de hype, faut être honnête. Et là, on va arriver à ce qui est pour moi vraiment le problème de cette carte. Sur les 10 combattants de la carte principale, seuls 4 sont rankés, en gros les 4 qui combattent pour le titre. 6 combattants pas classés pour une main card de pay-per-view, c'est une première pour cette décennie, et je suis sûr que si on creuse, ça n'a pas dû arriver beaucoup dans l'histoire entière de l'UFC. Et le reste de la carte ne rattrape pas vraiment les choses, puisque personne, oui je dis bien personne, n'est classé dans les prélims et early prélims. On a donc droit à une carte de 13 combats, donc 26 combattants, où seulement 4 sont classés. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peine 15% de combattants classés sur l'ensemble de la carte. Donc autant dire que l'UFC 312 a clairement sa place parmi les pires pay-per-view de cette décennie. Pour autant, est-ce que c'est la pire? Honnêtement je suis pas sûr. Faut dire que l'UFC 279 et 289 ont quand même mis la barre très haute. C'est assez subjectif, mais si je devais la classer, je la mettrais en 3ème position. Je pense quand même que ces 2 cartes sont encore pires. Mais bon, j'ai pas fait cette chaîne pour déprimer, alors essayons quand même de voir les quelques points positifs. Déjà, c'est bête à dire, mais on sera débarrassé de la revanche Duplessis-Strickland, et je vois Duplessis s'imposer, donc probablement de Strickland pour le titre pendant un bon moment. En plus de ça, je l'ai dit, le combat féminin est vraiment sympa. Weili Zhang, même si bon, faut le dire, elle combat jamais, elle est quand même ultra divertissante. Perso, c'est la combattante que j'aime le plus regarder chez les femmes, avec Dakota Ditcheva au PFL. Je me remets d'ailleurs toujours pas de sa performance incroyable face à Amanda Lemos il y a 2 ans. Si vous l'avez pas vu, je vous en prie, allez voir ce combat, même si vous aimez pas le MMA féminin, c'est top 3 des plus grandes humiliations que j'ai vues dans la cage. Pour vous donner envie, je vous remets les stats, je crois qu'elle parle d'elle-même. Pour revenir au combat de ce week-end, elle affrontera en plus Tatiana Suarez qui est hyper forte et invaincue et qui est clairement la seule que je vois capable de détrôner Zhang Weili dans cette catégorie. Je suis vraiment intrigué par le déroulé de ce combat, je vois Weili capable de mettre KO Suarez et Suarez de soumettre Weili, ce qui est toujours annonciateur d'un beau combat. Si Weili gagne, je pense d'ailleurs qu'il faut qu'elle monte de catégorie et qu'elle affronte le vainqueur de Shevchenko contre Manon. Autre point positif, même si là ça nous concerne plus nous les Français, Kevin Jousset est de retour dans la cage après sa belle guerre à Paris face à Brian Battle. Il affronte Jonathan Mikalev, 7 ans en carrière qui sort d'une victoire au Dana White Contender Series par étranglement au round 1, mais honnêtement je pense que c'est surtout un combat de relance pour Kevin. Je suis content pour lui, ça me va comme ça, c'est un combat qui va lui permettre de briller et j'espère surtout qu'il nous montrera des améliorations, notamment sur la défense de striking. Troisième point positif, il y a pas mal d'invaincus sur la carte, ce qui est toujours agréable. Tatiana Suarez 10-0, Talison Teixeira 7-0, Colby Thickness 7-0, Cody Steele 7-0 et Yoon Sung Park 9-0. On a aussi droit à quelques prospects. Le retour de Kong Wang suite à sa défaite inattendue il y a quelques semaines face à Gabriel Fernandez, Teixeira et Yoon Sung Park dont je viens de parler, mais aussi et surtout Alexandre Topuria, le grand frère d'Ilia Topuria. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je prévois une vidéo à part pour les 3 prospects à suivre pour l'UFC 312, mais Alexandre Topuria affrontera Colby Thickness qui est invaincu et qui surtout s'entraîne avec Volka qui sera dans son coin. On aura donc un combat de haut niveau en early prélim, mais surtout Ilia Topuria dans un coin et Volka dans l'autre, ce qui devrait donner lieu à des interactions intéressantes et globalement pas mal de spectacles. En bref, malgré les points positifs que je viens de citer, je mentirais si je disais que j'étais vraiment hypé par cette carte. Pour autant, je l'ai abordé plus tôt dans la vidéo et on a eu l'exemple pas plus tard qu'il y a un mois avec la première Fight Night de l'année, ça arrive assez souvent à l'UFC qu'une carte pas terrible sur le papier finisse par donner des combats super divertissants. C'est ça qui est beau avec le MMA et l'UFC, on peut toujours avoir de belles surprises et vu les profils sur la carte, je pense que ça pourrait être le cas ce week-end. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Restez à l'affût, je vais essayer de vous sortir au moins une vidéo de plus cette semaine sur cette carte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA.